Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 19. Neuromythes, débusquer les faux experts du cerveau et mieux comprendre les neurosciences. Bienvenue dans l'épisode 19. Dans cet épisode, on va parler neurosciences et croyances erronées sur le cerveau. Je vous propose comme d'habitude de commencer par un exemple de la vie quotidienne, puis d'analyser ensemble certaines croyances, comment elles résonnent en nous, puis de penser à des solutions concrètes pour s'en protéger ou du moins limiter les erreurs que l'on peut faire quand on adhère à telle ou telle idée. Invitation à dîner. Sonia est enseignante. Elle est conviée à une soirée chez des amis. Elle se retrouve à côté d'un couple qu'elle rencontre pour la première fois. Ils ont 2 enfants. Colline est ingénieure dans une boîte d'agroalimentaire et Clément est commercial dans l'optique. Sonia, elle a 3 grands-enfants, tous partis en études. Alors autant vous dire qu'elle en a de la bouteille. Elle en a vu passer des élèves et des classes et aussi des parents. Évidemment, au cours de la conversation, Colline lui demande ce qu'elle fait comme travail. Et quand Sonia lui raconte qu'elle est enseignante en primaire, alors là, Colline se lance dans un long monologue. Son mari, Clément, en profite pour se rapprocher de ses voisins de droite et fuir gentiment la conversation. Sonia se retrouve à écouter Colline, ses inquiétudes, ses interrogations. Voici ce qu'elle lui dit. « Mon premier adore l'école, il n'a jamais posé de problème. Là, il est entré au collège et il est super autonome. Heureusement, parce que mon deuxième, c'est compliqué. On n'était pas préparés. Alors oui, on dit qu'il ne faut pas comparer les enfants, mais on n'a pas de repères, on se base sur le premier, c'est normal, non ? Pour mon deuxième, tout est compliqué. On se bat pour tout. On se bat pour la mise au travail, pour les devoirs, pour tout. Son institutrice m'attrape dès qu'elle peut pour me dire que la journée s'est mal passée. Et moi, je sais plus quoi faire. Je finis par lui en vouloir, parce que moi, j'étais bonne élève. Je ne comprends pas pourquoi il n'y arrive pas, lui. Je sais que c'est un enfant intelligent, mais il n'a pas une intelligence classique. Et puis il n'est pas du tout visuel, l'enseignement ne lui correspond pas. C'est peut-être un cerveau droit, tu sais, les artistes là. Dans ma famille, ils sont super élitistes. On n'arrêtait pas de me dire « Colline, tu le couves trop, faut que tu le stimules plus, parce que tout se joue avant l'entrée à l'école. » Mais moi, je ressentais qu'il avait besoin de temps, et qu'il n'en était pas encore là, tu comprends ? Et maintenant, j'ai l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, parce que l'école est devenue un calvaire. La chasse aux neuromythes. Colline est pleine d'interrogations sur ce qui se passe pour son fils. Elle a dû parler de ce problème à plusieurs personnes, faire des recherches sur Internet. On voit combien elle a besoin de réponses, de comprendre, et c'est normal. Quand on a un problème, on formule des hypothèses et puis on les vérifie. La difficulté, c'est qu'en psychologie, il n'y a pas vraiment de réponse simple. C'est pas du tout comme un problème de cholestérol. Genre, j'ai trop de cholestérol, eh bien je vais faire une prise de sang, et puis là, je sais si oui ou non, il faut que je mette en place des choses parce que je vais avoir une réponse chiffrée et objectivée. Pour le psychisme, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Mais tout de même, on peut dire que depuis 20 ans, la recherche, notamment en neurosciences, a énormément avancé. On est loin de tout savoir, bien sûr, d'avoir tout découvert, mais il y a quand même des choses dont on est sûr. Si on reprend le discours de Colline, elle formule plusieurs hypothèses à propos de son fils. Il n'est pas visuel, donc l'enseignement ne lui correspond pas. Il n'a pas une intelligence classique. Il est cerveau droit. Et je ne l'ai pas assez stimulé, or tout se joue avant l'entrée à l'école. Alors là, on a un combo de plusieurs affirmations erronées. On va les reprendre dans l'ordre. Il n'est pas visuel. Il n'est pas visuel fait référence à la théorie des styles d'apprentissage. Selon cette théorie, chaque individu aurait un canal préférentiel pour apprendre. Par exemple, je mémorise mieux si je vois l'information car je suis visuel. En réalité, il n'y a aucune preuve scientifique à l'heure actuelle qu'un enseignement qui adapterait sa pédagogie au profil visuel, auditif ou autre serait plus performant. Et ce que les études montrent, c'est qu'au contraire, plus on va apprendre l'information de manière multisensorielle, plus on a de chances de l'intégrer. Donc une pédagogie efficace est plutôt celle qui favorise des méthodologies sollicitant tous les sens. Il n'a pas une intelligence classique.
Alors s'attaquer à ce sujet de l'intelligence mériterait à lui seul une série d'épisodes sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence, comment on l'a définie, etc. Si on prend cette affirmation au pied de la lettre, on peut penser à la théorie des intelligences multiples de Gardner développée dans les années 80. Gardner va définir d'abord 7, puis 10 formes d'intelligence indépendantes les unes des autres, ce qui expliquerait qu'on pourrait être tout à fait doué en maths, mais pas du tout en dessin par exemple. Alors j'avoue que cette approche est très séduisante car elle a l'avantage d'aborder l'être humain de manière globale. D'ailleurs, le succès de cette théorie a été fulgurant, si bien que dans son sillage est née la théorie de l'intelligence relationnelle, popularisée par Daniel Goleman. Mais voilà, en 2016, Gardner lui-même a reconnu que sa théorie n'était plus à jour d'un point de vue scientifique et préfère parler de talent. Et oui, parce que l'idée d'associer une structure neuronale à une intelligence est totalement faux d'un point de vue scientifique, et le fait de dire qu'elles sont indépendantes les unes des autres également. Vous êtes plutôt cerveau droit ou cerveau gauche, vous ? Ça me permet de rebondir sur le neuromythe suivant. Il est cerveau droit. Bon, eh bien en 2024, ça n'est plus possible de dire ça. On pouvait se le permettre au 19e siècle, et c'est d'ailleurs ce que faisait la phrénologie, qui était censée déterminer le caractère d'un individu en fonction de la forme de son crâne. Mais si vous entendez quelqu'un dire ça actuellement, je veux dire un professionnel, eh bien fuyez. Cette théorie du cerveau gauche ou droit avance que si vous êtes un artiste, vous utilisez préférentiellement votre hémisphère droit, car il serait le siège de la créativité, des émotions, de l'imagination, etc. Les résultats de la recherche à l'aide de l'IRM sont implacables. On ne fonctionne pas sur un seul hémisphère. L'activité d'une région cérébrale est plutôt déterminée par la tâche en cours et non par la préférence supposée d'un hémisphère selon la personnalité. D'un point de vue anatomique, les deux hémisphères sont connectés par une autoroute de l'information qu'on appelle le corps calleux. Et d'un point de vue fonctionnel, le fonctionnement des deux hémisphères est synchrone, de telle sorte que des régions homologues, distribuées entre la droite et la gauche, coopèrent pour réaliser une fonction. Si on se base sur les connaissances actuelles, à de très très rares exceptions, la quasi-totalité des matrices cérébrales fonctionnelles sont strictement symétriques. Donc le cerveau n'est absolument pas latéralisé. Dommage, tout se joue avant 3 ans. Et enfin, la fameuse assertion « tout se joue avant 3 ans, avant l'entrée à l'école », qui est, je trouve, hyper culpabilisante pour les parents. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire « tout se joue avant 3 ans » ? C'est quoi le tout ? L'apprentissage de quoi ? Le développement du cerveau ? C'est vraiment très vague. Alors bien sûr que les premiers liens sont cruciaux, que le bébé est un être en développement et particulièrement perméable, mais tout ne se joue pas avant 3 ans, et heureusement. L'apprentissage se fait tout au long de la vie. Il existe certes des périodes sensibles et critiques, mais le développement du cerveau est un processus. Il se fait tout au long des années, et ce processus n'est absolument pas fini à 3 ans. D'ailleurs, toutes les régions cérébrales n'atteignent pas leur maturité en même temps. Et la neurogénèse, le fait de fabriquer des nouveaux neurones, se poursuit à l'âge adulte, même si c'est en beaucoup moins grande quantité que pendant l'enfance. Pourquoi sommes-nous perméables aux neuromythes ? Avec tout ce dont on vient de parler, vous avez compris qu'un neuromythe, c'est un néologisme qui désigne une fausse croyance sur le cerveau. D'où viennent-ils ? Là encore, il y a plusieurs réponses à cette question. Il peut s'agir d'un fait scientifique qu'on a mal compris ou qu'on interprète mal, d'une réduction simpliste d'un phénomène complexe, ou encore d'une déformation ou d'une extrapolation de résultats expérimentaux. Bref, les erreurs peuvent être multiples et le terrain est glissant, car nous sommes loin, très très loin, de tout connaître sur le fonctionnement cérébral, et encore une fois, il s'agit de processus complexes. Or, nous sommes souvent séduits, vous comme moi, par des slogans, des accroches souvent trompeuses, et je dirais même que certains réseaux sociaux font la promotion de cette simplification. L'autre aspect, c'est que comme je vous le disais pour les intelligences multiples, certaines théories viennent renforcer nos croyances. Et là, on touche au fameux biais de confirmation. Vous savez, c'est notre tendance, souvent inconsciente, à favoriser les informations qui confirment nos hypothèses, opinions ou croyances préexistantes, et à minimiser ou ignorer les informations qui les contredisent. Des études sont allées voir du côté des enseignants et de leur perméabilité aux neuromythes. Alors on peut se dire, c'est une population éduquée, donc ils sont moins susceptibles de tomber dans le panneau. Oui, mais non. Par exemple, le neuromythe des styles d'apprentissage est celui qui est le plus présent dans le corps enseignant.
Les études n'arrivent même pas à dégager un profil type qui serait plus susceptible d'avoir ce genre de croyances. On parle même de 95,4% des enseignants en formation initiale qui croiraient encore au style d'apprentissage. Alors c'est énorme. Prendre une affirmation fausse pour une vérité, c'est une chose. Mais est-ce que cela a des conséquences dans la transmission pédagogique elle-même ? Eh bien pour l'instant, avec les données que nous avons en main, on ne peut pas conclure avec certitude sur un impact négatif de la croyance dans les neuromythes sur l'efficacité des pratiques pédagogiques. Et puis, n'oublions pas qu'un même concept, comme les styles d'apprentissage qu'on vient de voir, peut être entendu et compris de manière très différente d'un individu à l'autre. Donc cette même théorie peut aboutir à des croyances multiples, et multiplement erronées si je puis dire. Et si on changeait les croyances ? Eh bien ce n'est pas simple. D'autant plus que les études montrent qu'il ne suffit pas d'agir sur les croyances dans les neuromythes pour modifier la pratique pédagogique elle-même. Le fait troublant, c'est qu'un bon niveau d'éducation, un bon niveau de connaissance générale sur le cerveau et son fonctionnement, n'exclut pas de croire aux neuromythes. Les deux choses peuvent coexister. Donc vous voyez bien que ça pose plusieurs problèmes. Déjà, repérer les neuromythes et comprendre comment chacun les interprète, où se situe l'erreur de compréhension. Et puis aussi repérer si oui ou non ces croyances sont à l'origine de pratiques pédagogiques, par exemple pour les enseignants, de pratiques pédagogiques contre-productives. À ce stade de l'épisode, il me paraît vraiment important de préciser une chose. Pour la psychologie et la psychiatrie, nous avons longtemps fonctionné sur la base d'une connaissance empirique et clinique. Les neurosciences se développent depuis quelques dizaines d'années, venant confirmer ou infirmer certaines théories. Mais il est important de rappeler qu'à l'heure actuelle, même si les neurosciences sont fascinantes, elles ne nous permettent que très peu d'applications concrètes dans notre quotidien de clinicien. Le fait que tout ne soit pas vérifié scientifiquement ne veut pas dire que tout est à jeter à la poubelle. En revanche, il est nécessaire d'avoir une certaine rigueur intellectuelle sur les outils que nous utilisons. Si je parle de l'apprentissage, je peux me baser sur le fait scientifique, qu'il vaut mieux privilégier un accès à l'information de manière multisensorielle plutôt que sur un seul canal pour mieux l'apprendre. Si je parle du complexe d'Oedipe, alors je me situe non du côté d'un fait scientifique, mais du côté d'une hypothèse, d'une théorie, en l'occurrence la théorie psychanalytique. Vous voyez bien qu'on ne peut pas tout réduire à la connaissance scientifique, sinon la philosophie n'existerait pas et même les fameuses expériences de pensée des physiciens non plus. Et toute donnée chiffrée n'est pas pour autant scientifique. Par contre, le fait que nous soyons face à un fait scientifique ou une hypothèse n'engagera pas la même démarche. Une hypothèse, je me dois de la vérifier, de la confronter à la réalité pour savoir si elle fonctionne ou non. Entendre la détresse parentale. Ce qu'on entend aussi dans l'histoire de Colline, c'est sa détresse. Son moyen de l'exorciser, c'est d'en parler avec toutes les personnes qu'elle repère comme de potentielles ressources. Et le moyen qu'a trouvé son mari, qui est lui aussi probablement dans la même détresse, c'est de parler d'autre chose, de penser à autre chose. Mais de quoi parle cette détresse ? Car elle contient bien plusieurs niveaux. Pour analyser cette situation, on va partir du principe que Colline et l'institutrice de son fils sont de bonne foi et font le maximum chacune dans leur champ. Incompréhension et infobésité. Colline a fait de hautes études. Elle a l'habitude dans son quotidien de régler des problèmes en tant qu'ingénieure. Et pourtant, elle semble en difficulté pour discerner où se situe une information fiable et est bloquée dans sa compréhension de ce qui se passe, probablement aussi épuisée de ne pas entrevoir de solution. Je trouve que tout cela parle d'une même problématique. Déjà, quand on est en difficulté ou en détresse, on est plus vulnérable, car dans l'attente de toute solution qui pourrait nous aider. C'est un peu comme si on était prêt à tout essayer pour se sortir de son problème, quitte à laisser son esprit critique de côté. Vous avez sûrement déjà fait cette expérience. D'autre part, nous vivons maintenant dans un monde dont les codes ont changé. L'expertise se décrète dans la bio de son compte Instagram, et la fiabilité des informations délivrées n'est souvent pas vérifiée par manque de temps surtout et parfois un peu de paresse. Mais je pense que la sensation de courir après notre vie fait que le manque de temps vient en première position quand même devant la paresse. Parce que vérifier des informations, ça demande une discipline de faire. Et après une journée de boulot, quand on a encore le repas à préparer, les devoirs à superviser, l'aspirateur à passer, clairement c'est pas la priorité. Un modèle d'autorité verticale, très hiérarchisé,
a donc laissé place à un modèle de diffusion des informations horizontalisé. Alors attention, je ne fais pas l'apologie du premier modèle qui a aussi ses inconvénients. Mais je veux ici souligner que dans ce modèle horizontalisé, une personne qui n'a ni expérience ni expertise sur un sujet, mais suffisamment de confiance en elle pour se mettre en avant, aura potentiellement autant de visibilité qu'une personne ayant une solide connaissance du sujet. Et puis il y a un autre changement auquel nous sommes confrontés. C'est la question de l'impatience, de la solution miracle, du tout de suite. Et ce que je constate de ma petite lorgnette en consultation, c'est que j'ai vraiment l'impression que ce phénomène a explosé dans l'après-Covid. Alors je le redis, ça, c'est que mon avis personnel. C'est très bien d'être exigeant. Être exigeant sur la fiabilité des informations qu'on reçoit, sur les professionnels qu'on rencontre, etc. En revanche, exiger une solution magique et rapide sans s'investir dans le changement ni en prendre sa part de responsabilité, eh bien c'est une attitude immature. Alors bien sûr, nous avons tous à l'intérieur de nous un petit tyran qui veut tout de suite et sans effort. Mais nous avons appris par nos expériences que les choses que l'on souhaite obtenir prennent souvent du temps, et surtout des efforts. C'est notre capacité à inhiber ce petit tyran intérieur qui nous pousse à aller faire du sport même si c'est pas agréable au début, à nous restreindre quand il le faut, ou à être discipliné. Donc si je résume cette partie, l'infobésité d'une part, la vulnérabilité d'autre part, dans laquelle nous sommes quand nous sommes en détresse, ajoute à la confusion première dans laquelle on est quand on se dit « je ne comprends pas ce qui se passe ». Rejet et stigmatisation. Quand son enfant ne rentre pas dans le moule de ce qu'attend la société, et ici l'école, il n'y a qu'un pas vers le rejet et la stigmatisation. Non pas que les enseignants soient réfractaires à l'idée d'adapter leur pédagogie. Si vous saviez les trésors de patience, d'heures de recherche qu'ils déploient pour aider leurs élèves, là encore, pour moi, il y a un phénomène général qui ne dépend pas de la situation de Colline, et il y a le phénomène particulier de comment cela résonne chez elle. Le phénomène général, c'est que dans l'éducation comme dans la santé, le système est totalement effondré et à bout de souffle. Les professionnels sont sans arrêt dans du bricolage pour surmonter les pénuries en tout genre. Dans un tel contexte, quand on tient les murs, il ne reste souvent plus grand-chose pour déployer l'éducation ou le soin dont on rêve et pour lequel on a fait ce métier. Donc du côté de l'enseignant ou du professionnel de santé, c'est un peu la double peine. Une impression de tenir à bout de bras un système, de faire le maximum pour ses élèves ou ses patients, mais arriver au bout de ce qu'on peut faire avec un ressenti bien sûr de colère, de culpabilité et parfois de désespoir. Parce que rappelons-le, un individu tout seul ne peut pas régler un problème systémique de société. Et là où il y avait auparavant plus de résilience, il y a maintenant des arrêts nets qui sont renvoyés aux parents, aux patients. Et ceux-ci les reçoivent avec une certaine violence, car ils en étaient protégés jusqu'à maintenant grâce au professionnalisme de toutes ces petites mains du quotidien. Et du côté de Colline, il y a comment tout cela résonne chez elle. Recevoir cet échec par procuration, c'est bien sûr très difficile. Elle dit d'ailleurs à quel point elle ne comprend pas son enfant, car elle était bonne élève. Alors ça peut être un vécu de honte, comme si Colline se retrouvait petite fille en face d'une maîtresse qui lui ferait des remontrances pour son comportement. On peut aussi en vouloir à son enfant de ne pas être comme il faudrait, ou de ne pas être normal, ou de ne pas rentrer dans le moule. Je mets tout cela entre guillemets bien sûr. Il peut y avoir une certaine colère qu'il nous fasse vivre ça, alors que d'un autre côté, on voit bien qu'il est en difficulté mais on ne sait pas quoi faire. Et souvent ce qui arrive tout de suite derrière, c'est de la culpabilité. La culpabilité de penser ça, la honte de ne pas être un parent qui soit à la hauteur et qui saurait gérer ce genre de problématique. Dans une telle situation, pour aider son enfant, il faudrait ne pas trop lui montrer qu'on est à bout et énervé, ne pas trop lui en vouloir aussi, et puis être le plus zen possible. Dur, toutes ces injonctions en même temps. Là, on a juste l'impression d'une grosse marmite à l'intérieur de laquelle honte, colère, culpabilité, détresse et j'en passe commencent à bouillir et à faire des étincelles. Attention, on n'est pas loin du débordement. Mais tous ces sentiments sont naturels. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et il est important de démêler ce qui se passe en vous, en tant qu'adulte, en parlant, pour ne pas se retrouver coincé dans un de ces sentiments. La honte, la culpabilité ou le désespoir en se disant j'ai tout essayé et c'est foutu. Beaucoup de parents passent par là. Et pour le coup, les réseaux sociaux ont, je trouve, libéré la parole sur certains de ces aspects de la parentalité. Comment se protéger des neuromythes et que faire concrètement ? Identifier des sources d'informations fiables. Le moyen de lutter contre tout ça,
comme d'habitude, c'est de recourir à un minimum d'esprit critique, mais aussi de savoir où chercher les bonnes informations. Aujourd'hui, le terme neuro est accolé à n'importe quoi, j'allais dire. Neuromarketing, neuroéconomie, neuromanagement, etc., etc. Tous ces gens qui utilisent le mot neuro n'ont en général strictement aucune notion d'anatomie, de médecine ou de psychologie. Ils utilisent ce mot comme argument d'autorité pour garantir la fiabilité de leurs propos et se donner un vernis scientifique. Donc déjà, la première des choses, c'est qu'il faut toujours savoir d'où parle la personne qui vous donne une information, mais aussi toujours la vérifier et la recouper. Nul n'est infaillible, et c'est souvent en toute bonne foi que certaines idées fausses sont colportées. D'autre part, les réseaux sociaux où tout le monde peut se dire expert en neuromachin du jour au lendemain sont une caisse de résonance énorme pour ce genre de théories séduisantes et simplistes. On l'a vu, tout le monde peut parler de tout et au même niveau que de véritables experts. Demain, je peux me mettre à parler de physique quantique au même titre qu'Étienne Klein. Et inutile de vous dire que ma parole ne vaudra rien, même si je me dis experte dans ma bio Instagram. Donc attention, car il y a évidemment des personnes de bonne foi qui croient à ces neuromythes, mais il y a aussi celles qui les utilisent consciemment afin de se construire un personnage, un branding ou un atout marketing pour vendre leurs produits. Je vous mettrai d'ailleurs dans l'article de blog une liste de sites internet qu'on peut considérer comme fiables sur le sujet des neurosciences. Identifier des ressources professionnelles fiables. Alors bien sûr, dans ce cas-là, je ne peux que prêcher pour ma paroisse et vous dire qu'il faut aller vers des personnes formées. C'est un leurre de croire qu'en faisant une recherche de quelques heures sur Internet, vous aurez le même niveau d'analyse qu'un professionnel du domaine. Oui, vous aurez peut-être acquis une connaissance solide sur un sujet spécifique, mais ça dépendra de vos sources d'information. Et puis, il vous manquera tout le côté analyse qui se fait au travers du filtre de l'expérience du professionnel. Si je prends l'exemple d'un enfant atteint d'une maladie génétique rare, souvent, les familles qu'on rencontre, et a fortiori si elles sont militantes et sont actives dans des associations, ont une connaissance très pointue du trouble de leur enfant. Mais pour autant, elles ne sont pas généticiennes ni pédiatres. Il leur manque une position de métacognition pour pouvoir analyser ce que les symptômes produisent, mais aussi l'expérience d'avoir travaillé avec d'autres familles et de pouvoir transmettre cette expérience et l'adapter à l'enfant et à la famille vue en consultation. Souvent, il manque la capacité de synthèse et d'orientation, parce que, tout simplement, on ne peut pas être à toutes les places. Et d'ailleurs, c'est ce que les familles disent en consultation, c'est ce qu'elles viennent chercher. Elles viennent bien chercher l'avis d'un professionnel. C'est bien dans le tissage de la relation, l'aller-retour entre un patient ou une famille dont la connaissance est pointue sur sa maladie, et le professionnel de santé, dont le domaine d'expertise est bien la santé et l'accompagnement de ses patients, que vont pouvoir émerger des solutions intéressantes. Et puis il y a aussi tout simplement le besoin d'être soutenu. Quand on traverse la marmite de sentiments dont on a parlé tout à l'heure, il y a parfois besoin d'une aide extérieure pour juste écouter, juste déverser ce qu'on ressent, et puis dans un second temps pouvoir faire le tri. Ce n'est pas pour rien que les études de psychologie prennent 5 ans, que des études de médecine prennent 10 ans, et que tout le monde n'est pas un aussi brillant physicien qu'Étienne Klein. S'accorder le fait de ne pas être parfait et d'avoir besoin de soutien. Le dernier point, c'est la capacité à demander de l'aide. Et ça, en fonction de votre personnalité, ça peut aussi être un point de difficulté. Alors oui, vous allez me dire, c'est hyper dur de consulter aujourd'hui vu le délitement du système de soins. Oui, c'est vrai, mais il reste quand même pas mal de possibilités. Et je vous répondrai aussi à un autre niveau. Les politiques de santé publique sont l'aboutissement d'un choix politique, et donc du vote des citoyens. Aucun parent n'est parfait, c'est le jeu. Si c'est pour vous compliqué de demander de l'aide, il est important d'établir quelles sont les limites que vous vous fixez. Je précise, jusqu'à quel point attendez-vous pour demander de l'aide ? Autrement dit, quels sont les signes qui doivent vous amener à demander de l'aide ? Et vous pouvez identifier différents niveaux de ressources en fonction des signes que vous déterminez. Je vous donne des exemples, ça sera plus clair. J'ai un questionnement qui me trotte dans la tête, mais je ne trouve pas de solution. Bon, si après quelques jours j'en suis toujours au même point, je peux solliciter mon conjoint ou un ami, etc. pour un avis. Autre exemple, ça fait quelque temps que je me sens triste et que je rumine. J'ai le sentiment de ne pas m'en sortir alors que j'ai déjà essayé pas mal de choses. Bon, et bien là, je cherche un professionnel pour avoir un avis professionnel sur mon état. Vous voyez, l'idée c'est de repérer jusqu'à quel degré d'inconfort vous allez et quelles ressources vous mettez en face. Pour un questionnement simple, je peux lire un bouquin, faire des recherches sur internet. Pour un questionnement insistant, je partage avec quelqu'un pour avoir un avis.
Et puis pour des ruminations incessantes, là je consulte. Conclusion. Vous avez vu qu'en parlant de l'exemple de Colline, on peut envisager la problématique scolaire de son fils sous plein d'angles différents. La réduire à une causalité unique serait essentialiser et dénaturer ce qui se passe pour son fils, pour la famille et plus généralement au sein de la société. Et c'est à mon sens ce travail multidimensionnel que nous avons à faire quand une personne nous parle d'une problématique. Dans cet épisode, on a aussi abordé les neuromythes. Et j'espère qu'après en avoir passé quelques-uns en revue, vous serez maintenant moins perméable à des arguments marketing basés sur des soi-disant neurosciences. Pour réaliser cet épisode, je me suis appuyée sur plusieurs articles scientifiques dont vous trouverez les sources dans l'article de blog lié sur monintrospection.com. Si vous êtes enseignant, je vous invite particulièrement à lire l'article intitulé « Comment passer de la diffusion des neuromythes à l'adoption de pratiques fondées sur des données probantes en éducation » de Marina Tual, Geoffrey Blondel, Clément Bailleul, Anna Schmitt et Mathieu Incelin. Ils ont fait la synthèse de plusieurs revues de littérature sur le sujet et c'est vraiment très intéressant à lire et très accessible. Comme à chaque fois, si vous percevez des inexactitudes dans mon propos ou que vous souhaitez partager vos impressions et commentaires, écrivez-moi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour ne pas manquer le prochain, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et n'oubliez pas de mettre une note au podcast. Ça vous prend 3 secondes, mais ça a un impact énorme sur la visibilité du podcast. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas d'aiguiser votre esprit critique.